Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde où nous allons tenter d'explorer les enjeux qui se posent, l'enjeu notamment du changement climatique et les enjeux que ça implique pour les transitions professionnelles. On est ensemble ce matin jusqu'à midi. Je suis Dimitri Noël, chargé de projet suivi du CEP au sein de Transition Pro Grand Est et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre aujourd'hui, cette table ronde. Pourquoi poser un sujet comme celui-ci pour notre table ronde? Tout simplement parce que la transition écologique interroge le travail, nos relations au travail et à l'emploi, et répondre aux défis environnementaux qui se posent aujourd'hui nécessite très certainement une collaboration étroite entre différents acteurs. Parmi les enjeux liés à la lutte contre le changement climatique, et on peut aussi citer l'épuisement des ressources naturelles, on peut souligner celui d'assurer une transition juste en accompagnant des changements structurels et culturels dans les entreprises, anticiper et accompagner les impacts potentiels sur les conditions de travail, accompagner les actifs dans les territoires en quête d'utilité sociale dans leur métier, par exemple. C'est pour cette raison qu'on a réuni ce matin notre équipe d'experts. Je vous propose de vous les présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Juste à ma gauche, je suis en compagnie d'André Chauvet, consultant spécialiste des questions d'orientation et d'accompagnement des trajectoires professionnelles. Bonjour André. Aline Drone-Caron, sociologue au sein de l'ARACT Grand Est. Bonjour Aline. Vincent Fournier, directeur régional de l'OPCO Constructis. Lionel Lemaire, directeur général à la transition pour Grand Est. Bonjour. Et enfin, Thomas Pack, conseiller en évolution professionnelle pour le réseau Avenir Actif. Bien, alors on va commencer tout d'abord par des éclairages qui seront bienvenus de la part d'André. Je l'ai évoqué en introduction, la transition écologique interroge directement le travail, les rapports qu'on peut entretenir avec le travail à plusieurs niveaux. On voit émerger de nouvelles catégorisations pour les métiers, lorsqu'on parle de métiers verts, de métiers verdissants. Les modes de production, de consommation sont questionnés. De nouvelles exigences s'imposent aux entreprises dans un objectif de soutenabilité. Les individus qui avaient déjà parfois certaines difficultés à naviguer dans leur trajectoire professionnelle avec un certain lot d'incertitudes pourraient se sentir un peu perdus. Quelle lecture aujourd'hui vous pourriez nous proposer pour éclairer l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui et les impacts du changement climatique? Merci Dimitri, ravi de venir partager avec vous ces réflexions. Donc, il me semble que la première difficulté, c'est de définir un peu le contour du sujet de quoi on parle. Et déjà, même l'intitulé peut poser question, c'est-à-dire est-ce que le sujet, c'est le changement climatique ou est-ce que globalement, c'est l'atteinte des limites planétaires? Et donc, du coup, tu l'as évoqué, Dimitri, il n'y a pas que le changement climatique, il y a la biodiversité, l'usage des sols, l'eau douce, l'acidification des océans, etc., etc. Et du coup, la question qui se pose plutôt, c'est au fond comment on fait face à des contraintes dont on pourrait dire aujourd'hui qu'elles sont inéluctables, indépassables, hein, et qui affectent tous nos modes de vie et bien sûr le travail. Donc, société bas carbone, en fait, on a deux enjeux collectifs. Hein, comment atténuer ces impacts, qui pourrait être une première dimension. Une deuxième dimension, c'est comment rendre les sociétés plus résilientes face à ça et comment rendre finalement la société plus juste et plus équitable dans toutes ces transformations-là. Donc il me semble qu'il y a un grand enjeu collectif qui est autour de ce qu'on pourrait appeler l'habitabilité en fait, de la planète dans laquelle on est, dans lequel le changement climatique n'est qu'un des effets observables, mais qui a des effets multiples. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit vite qu'immédiatement, ça va avoir des impacts sur le travail. Alors le travail en règle générale, c'est-à-dire la multiplicité des pans du travail, c'est-à-dire que ça touche à la fois les produits, les services, les modes de consommation, les modes de fabrication, qui fabriquent où, de quelle manière, etc. Et donc du coup, on voit bien que la question des transitions professionnelles, elle va être de facto impactée par la transformation du travail dans toutes ses variantes. Alors, peut-être la proposition que je peux faire, c'est essayer d'éclairer différentes facettes en fait, qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui est impacté et comment on lit. Alors, en sachant que quand on lit du côté de la puissance publique, quand on lit du côté de, en
pour toutes les parties prenantes d'un territoire, et quand on lit du côté d'un professionnel qui a le souci des transitions, de sa propre transition professionnelle, forcément, on ne va pas observer les mêmes choses. Et donc, du coup, je propose trois facettes, en fait, hein, en sachant que ces facettes, comme toutes les catégorisations, sont forcément perméables et forcément imprécises, en sachant que c'est plutôt, le modèle que je propose, c'est plutôt une graduation d'impact, en fait. Et donc, du coup, essayer de voir comment on les lie et quelles transformations on observe. Il me semble que la première facette qu'on peut observer, elle renvoie plutôt aux transformations du travail dans une logique plutôt de prospective. Et la question qui pourrait être posée, c'est au fond, qu'est-ce qui se transforme dans le travail ? Qu'est-ce qui se transforme dans le travail ? Alors ça renvoie à la question de quelles sont les activités qui disparaissent, quelles sont les activités qui apparaissent, quels sont les métiers qui apparaissent et les métiers qui disparaissent, en sachant que tout ça c'est très subtil, c'est-à-dire que tu as parlé de métiers verts, des métiers verdissants, et on voit que d'une certaine façon, toutes les activités de travail vont être impactées, peu ou prou. Alors on a plein d'exemples, hein. Il y a un rapport du Shift Project qui est sorti avant-hier sur les impacts finalement de ces transitions sur la question des métiers et de l'emploi. On voit bien que c'est assez simple. Si effectivement on a des enjeux de déplacement, la question de la manière de se déplacer, de la question par exemple de l'arrivée du vélo, de la manière de consommer, de la manière de produire, tout ça est impliqué. Donc du coup, cette première facette, elle renverrait, et c'est peut-être la plus investie aujourd'hui par la puissance publique, comment documenter, comment clarifier, comment référencer les impacts sur les métiers, sur les emplois, sur les activités, sur les modes de production. Et dans l'idée que, par exemple, une personne en recherche d'évolution professionnelle aurait plutôt dans la réflexion quels sont les secteurs porteurs et comment on pourrait faire une prospective finalement dans les emplois de demain avec du côté de la puissance publique l'idée, on l'a par exemple avec l'observatoire des métiers de l'économie verte, c'est-à-dire essayer de repérer comment on pourrait référencer les référentiels de compétences aujourd'hui, qu'est-ce qui évolue, comment on tag la dimension verte dans ces référentiels-là, mais vraiment dans l'idée, au fond, prospective, emploi, avec du côté de l'individu, c'est quoi les secteurs porteurs, et du côté de la puissance publique et du côté des entreprises, en fait, comment on va développer les compétences qui sont nécessaires à cette évolution-là. Mais dans cette première facette, on a peu d'interrogations finalement sur la question de la soutenabilité. On considère plutôt que c'est déjà là une évolution comme une autre, finalement, comme on a eu les évolutions du numérique, etc. Donc plutôt la transformation des travails. Alors dans les deux autres facettes que je vais évoquer, en sachant qu'elles s'interpénètrent et que la deuxième, elle prend en compte la première, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. La deuxième, elle renvoie à quelque chose qui est un petit peu différent, c'est-à-dire elle va s'intéresser réellement aux impacts du travail. Et donc du coup, c'est plutôt la dimension, alors les termes varient, mais la durabilité, la soutenabilité, on l'appelle un petit peu comme on veut, mais elle renvoie à plusieurs choses. Les impacts du travail, mais aussi la question de la responsabilité individuelle et collective dans la question d'une planète plus soutenable, de la perspective des générations futures qui ne sont pas là pour se défendre, comme dirait Hans Jonas. Vraiment la question de quels sont les modes de production, quel est le lien entre le travail qu'on réalise, l'organisation du travail, la justice sociale, tous ces éléments-là qui renvoient vraiment à la question plutôt de la responsabilité et qui renvoient aux conditions de travail, aux modes de production. En gros, comment créer des espaces plus justes, plus solidaires, et on intègre dans cette dimension-là la facette plutôt de la responsabilité collective. On l'évoquera, je pense, avec la question de la RSE, par exemple. Et puis, on a une troisième facette qui nous vient pas de 30. Tu attaques la troisième facette. Tu peux rapprocher ton micro. Oui, je peux rapprocher mon micro. Oui, voilà. Oui, si personne m'entend, c'est dommage, en fait. La troisième facette renvoie à quelque chose qu'on voit plus du côté de la demande de transition et pas trop du côté de la puissance publique, etc., qui renvoie plutôt à ce qu'on pourrait appeler une conception transformatrice en fait, du travail, c'est-à-dire qui pose une idée plus importante, plus subjective, plus existentielle, qui renvoie au fait que chacun, par son travail, peut peut-être contribuer à une planète plus juste, plus solidaire, prenant en compte finalement l'habitabilité de la planète partout, mais aussi la justice sociale. Et donc, il y a une dimension qui est à la fois existentielle, quel sens de la vie, quel sens du travail, comment j'articule tout ça, et qui renvoie plutôt à la dimension contributive du travail et à la dimension contributive d'une personne pour faire évoluer
le monde du travail, mais plus largement la société. Donc il me semble que ces trois facettes-là, elles s'interpénètrent d'une certaine façon, mais on peut parfaitement avoir quelqu'un aujourd'hui qui, j'ai un exemple d'hier, ou quelqu'un qui s'intéresse, qui est consultant et qui vient de créer une offre de service de travail sur comment on transforme des déchets sur un territoire pour développer des logiques de permaculture et consultant auprès de collectivités. Donc ça veut dire qu'elle essaye d'articuler quelque chose autour d'une nouvelle activité qu'elle va développer dans une perspective de soutenabilité, durabilité territoriale, avec la logique un peu d'essaimer un peu autour d'elle, mais en même temps avec l'idée très présente pour elle qu'au fond, elle intègre dans son mode de vie quelque chose qui est un peu cohérent, un peu aligné par rapport aux valeurs qui sont les siennes. Donc ça veut dire que ces trois facettes-là sont des facettes différentes, elles peuvent apparaître dans la demande sociale et dans la logique de transition professionnelle, soit sur une facette, soit sur toutes ces facettes-là, ce qui rend finalement les choses très complexes du côté de l'individu, parce qu'à la fois, il y a des logiques de sensibilisation, des logiques de compréhension, des logiques de documentation, toutes ces transformations-là, mais il y a aussi des logiques beaucoup plus subjectives de qu'est-ce qu'individuellement on peut faire, ou est-ce que finalement le monde du travail il est déjà là et on n'a aucune influence dessus, ou au fond, chacun, à la place où il peut, par son travail, par son organisation, tout simplement évoluer. C'est le mouvement, par exemple, des éco-taffeurs, il part de l'idée qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir évoluer professionnellement, mais elles essayent, au fond, au sein de leur entreprise, par une intervention sur les conditions de travail, par une intervention sur les modes de production, de faire apparaître des données qui sont compatibles avec le sentiment, au fond, de justice sociale et le sentiment de la solidarité et de la soutenabilité. Oui, donc dans ce que tu dis, j'entends deux choses. J'entends à la fois le fait qu'il y ait probablement besoin de documenter, d'analyser, de clarifier la question des activités, de leur transformation, de leurs impacts. Et puis, une autre chose que je trouve particulièrement intéressante, c'est peut-être le fait que les engagements individuels viennent aussi pénétrer un peu plus les activités professionnelles, alors que souvent, on a peut-être tendance à distinguer les deux. D'un côté, une sorte d'identité qui est purement professionnelle, et de l'autre, une identité individuelle où on essaie quand même forcément de mettre du sien dans son travail, mais là qui l'engage encore plus dans le contexte qui est celui-là. Ok, très bien. Merci pour ces premiers éclairages. On reviendra vers toi dans la suite du webinaire. Je ne l'ai pas précisé, mais je le précise maintenant. Hein, si vous avez des réactions ou des questions, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. J'ai une visibilité sur les questions que vous pourriez poser et que je pourrais relayer à nos intervenants ce matin. On prévoit plutôt un temps d'échange à partir de vos questions sur la fin du webinaire. Alors, Aline Drone-Caron, la transition écologique peut impliquer des transformations dans les modèles organisationnels et économiques des entreprises. Ça représente donc un enjeu fort pour le dialogue social au sein des entreprises. D'ailleurs, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de dialogue social et environnemental. C'est même quelque chose finalement qui s'inscrit dans la loi. L'ANI du 11 avril 2023 relatif à la transition écologique et au dialogue social, qui précise que les acteurs du dialogue social, donc salariés, représentants, employeurs, organisations patronales et syndicales, sont mobilisés pour la préservation d'emplois de qualité, ainsi que sur la question de conditions et d'organisation du travail, de la santé et de la sécurité. Ils sont également conscients et impliqués dans les défis transversaux posés par la transition écologique. Donc on a les directions générales qui jouent un rôle potentiel pour impulser des transformations multiples au sein des entreprises, dans leur organisation. Donc il y a une appropriation de ces enjeux-là à se faire. Quels éclairages vous voyez avec votre casquette aujourd'hui autour de ces implications-là, de ces enjeux-là? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Pour essayer d'avoir un propos un peu introductif, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, part d'un propos, on va dire, que le travail est facteur de santé et de performance.
de quoi on parle quand on parle de performance? Très souvent, on parle de performance économique, hein, c'est la première chose, voilà. Mais on a aussi tout ce qui va concerner la performance sociale, technique, technologique. Et aujourd'hui, on parle aussi de performance écologique. Ça s'inscrit notamment à travers la loi Pacte, où aujourd'hui, les entreprises peuvent changer leur raison d'être et aller vers des sociétés à mission. Donc ça, c'était un premier pas, un des premiers pas, il y en avait quand même un petit peu d'autres avant, mais un pas assez fort en 2019 par cette loi Pacte. Et ensuite arrive la loi climat de 2021-22, ça y est, j'ai perdu la date, et qui effectivement amène de nouvelles compétences pour les membres CSE, enfin en tout cas pour le CSE, où là on doit aujourd'hui discuter davantage du E qu'on a mis un peu partout, donc de l'environnement. Donc ça, c'est déjà un point assez important. Et effectivement, l'accord national interprofessionnel transition écologique et dialogue social, qui a été signé pas par toutes les organisations syndicales salariées, c'est important de le dire, hein, parce que c'est un accord qui n'est pas normatif, hein, donc qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la loi. Et qui du coup est finalement un accord qui a été signé par la CFDT, la CFTC et non par la CGT, la CFTC et FO, qui estiment que cet accord, justement n'étant pas normatif, ne va pas assez loin. Et donc signé par les organisations patronales, MEDEF, UDP et CPME, pour les citer. Et cet accord national interprofessionnel amène l'idée va plus loin que l'accord de Paris, mais c'est parce que c'est pas tout à fait la même chose. Mais l'accord de Paris parlait de transition juste. Avec cet accord national interprofessionnel, ça va un peu plus loin. On parle de transition socialement juste. Donc là, l'idée, c'est que l'ensemble des salariés dans une entreprise puissent discuter d'écologie. Alors après, la question de la transition écologique dans une entreprise, c'est assez vaste. Alors, on parlera de transition écologique ou de redirection écologique. Quand on parle de... certaines, on va dire, chercheurs ou personnes qui travaillent sur le sujet parlent de redirection écologique. Finalement, ils expliquent qu'il faut modifier le modèle économique de l'entreprise, repenser le modèle économique. Mais si on parle d'écologie aujourd'hui, tout le monde ne repense pas son modèle économique. Hein. Et de quoi on parle quand on parle d'écologie? Ça, c'est issu d'une étude que j'ai portée avec la CFDT Grand Est, hein, où on a travaillé avec la CFDT Cœur Métallurgie, CFDT Métallurgie Cœur Grand Est et la CFDT Chimie Énergie de Lorraine, où là les élus expliquent que de toute façon, quand on parle d'écologie, c'est très vaste. On peut parler de transition énergétique. On peut parler de risques climatiques, mais on peut parler de tout un tas d'autres choses. En vrai, l'écologie, elle arrive dans l'entreprise par, on va dire, toutes les portes et toutes les fenêtres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le process qui devient écologique, avec les transitions énergétiques qui vont bien. Vous pouvez avoir des matières premières qui arrivent, qui sont recyclées et qui vont du coup modifier le travail, la façon dont on va travailler, donc le geste professionnel, ça peut aussi, on arrive à des produits finis qui sont du coup plus écolos, comme diraient certains. Voilà. Donc, et là, c'est qu'est-ce qu'on va regarder et pour vérifier que les conditions de travail restent favorables. Donc, c'est finalement ce qu'on peut regarder, c'est pourquoi le travail doit s'intéresser aux questions écologiques dans l'entreprise et du coup, comment les représentants du personnel dans les instances représentatives
du personnel peuvent discuter et s'outiller pour réussir à argumenter et travailler sur cette question-là. Parce que ce que l'on voit très souvent au sein des instances représentatives du personnel, c'est qu'on parle plutôt conditions d'emploi, ce qui reste assez légitime parce que, évidemment, on pense très souvent que va y avoir, ça va toucher les effectifs, va y avoir de la baisse des effectifs, ça va toucher plutôt les conditions d'emploi avec des changements de statut, enfin voilà, on peut avoir de ce type de raisonnement. Ça va questionner aussi l'attractivité. On a entendu là il y a quelques années des étudiants agrotech, si je ne m'abuse, qui en fin d'année, au moment de la remise des diplômes, disaient à quel point ils ne rentreraient pas dans des entreprises qu'ils jugent polluantes. Alors, ça se discute, mais je pense qu'on est quand même sur une niche d'étudiants avec des spécificités, etc. Ce n'est pas franchement le cas pour tout le monde, mais il n'empêche que c'est quand même une question qui aujourd'hui touche à peu près toutes les nouvelles générations. C'est pas au point de dire on ne va pas rentrer dans cette entreprise parce qu'elle est polluante. Mais en tout cas, on voit bien que cette question, elle doit être discutée au sein des instances représentatives, qu'on n'a pas tous les outils pour les discuter et qu'on doit penser l'activité de travail avec ces nouveaux gestes professionnels. À l'instar, on peut prendre un exemple rapidement. Vous me dites quand je m'arrête, parce que moi je peux parler des heures, hein, vous savez. À l'instar des niveaux de prévention, il y a la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Le niveau de prévention primaire, c'est en quoi l'organisation du travail va avoir un impact sur la santé des salariés. Si on va jusqu'au bout, la prévention tertiaire, c'est le curatif, le soin à l'individu, etc. Si on essaie de faire un parallèle avec la transition, ça va être peut-être un peu mal dit, mais en gros, si on pense transition primaire dans une entreprise, on va regarder comment l'organisation du travail va avoir un impact à la fois sur les questions du travail, sur les organisations, sur la santé aussi des individus et probablement la performance avec les différents niveaux dont on a parlé. Et puis on peut parler de transition peut-être tertiaire, où là on serait plutôt sur des éco-gestes, parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'entreprises et de dirigeants qui vont penser davantage, on va changer les ampoules en ampoules LED, on va... alors, j'ai entendu un jour un DRH qui disait, et même un élu qui disait, on a mis des moutons dans la prairie de notre entreprise, donc c'est une forme d'éco-pâturage, et le DRH allant jusqu'à me dire, en caressant le mouton, ça va les déstresser, les salariés. Bon, c'est assez moyen, mais c'est un fait. Donc on peut aller sur des éco-gestes en fait. Donc on a un panel quand même d'actions possibles et de discussions possibles pour les instances représentatives du personnel. Et donc il y a à la fois en fait des enjeux plus structurels pour les entreprises, parce que ça peut complètement re-questionner les modes d'organisation, peut-être même les modes de gouvernance des entreprises. Je peux peut-être vous donner un exemple. Un des élus lors de l'étude que j'ai menée m'explique que, alors pour rappeler l'étude, c'était 2021-2022, donc on était quand même encore avec les questions avec la crise sanitaire bien ancrée dans les têtes, et puis 24 février 2022, la guerre en Ukraine, où là, le contexte fait que plus de gaz dans les pipelines, etc. Donc, transition énergétique à gogo, et on incite les entreprises, comme disait André, avec des incitations financières de l'État. Voilà, on pousse les entreprises à modifier les énergies. Donc, il y a une entreprise qui
décide de passer en électrique, donc il passe d'une chaudière à fioul lourd en chaudière électrique, donc change ses fours. Sauf que, et en changeant les fours, la direction dit bon bah ok, bon tout va bien, même niveau de production, un four c'est un four. Et puis bah il se trouve que ils ont mis 2 ans à arriver au taux à un niveau de production identique avec la chaudière à fioul lourd. Parce qu'en fait, le geste change. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose, mais en gros, un four électrique, bah, la montée en chauffe est différente. On va dire le niveau hydro, je sais pas quoi, c'est différent, etc. Donc, ça va changer la matière, en fait, et ça va avoir un impact différent sur la matière. Donc, si ça a un impact différent sur la matière, ça va modifier le geste professionnel. Et dans le geste professionnel, il y a 3 niveaux il y a 3 dimensions, biomécanique, psychique et cognitif. Et du coup, ça veut dire qu'on modifie aussi les connaissances que l'on a sur la montée en chauffe, sur la façon dont la matière va se transformer. Donc, ça prend du temps. Et ce temps-là, il y a un temps d'apprentissage, mais c'est un temps d'apprentissage individuel, mais aussi collectif, parce que ça avait un impact très fort sur les équipes où il y a eu quand même de fortes tensions parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur des nouvelles habiletés professionnelles, etc. Donc on voit bien quand même que collectivement et sur les conditions de travail, ça se modifie fortement et il faut les discuter, il faut anticiper ces changements, voilà, ça c'est vraiment à discuter et pas que sur les conditions d'emploi, mais vraiment sur les conditions de travail au sens large du terme. Oui, et tout ça en se disant qu'il faut garder en tête l'idée d'un développement mais durable. Donc du coup, on va adosser la question de la performance avec la question d'une décarbonation, par exemple, qui pose aussi un enjeu concurrentiel finalement entre les entreprises. C'est intéressant quand vous dites durable parce que vous savez que depuis le 1er janvier 2025, il y a le rapport de durabilité qui est obligatoire pour les grandes entreprises. Alors, j'ai plus les chiffres en tête parce que c'est des grandes entreprises avec les effectifs, etc. Puis ça se modifie en 2026, 2027, 2028, où on élargit le spectre des entreprises qui doivent rédiger leur rapport de durabilité, je vous remercie. Donc avec les critères de changement climatique, de biodiversité, etc. Enfin, on voit bien que ces critères-là sont de plus en plus forts, mais c'est des grandes entreprises. Et les grandes entreprises aujourd'hui, qui font ce rapport, demandent à leurs clients, à leurs fournisseurs, la mesure de leur empreinte carbone, tout un tas d'indicateurs, et qui, très souvent, ce sont des petites entreprises qui n'ont pas forcément ces indicateurs-là et qui doivent aujourd'hui les rediscuter en interne. Et on se retrouve avec des PME, moi j'en connais une là que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, une PMI qui se retrouve démunie parce que, alors pour la mesure de l'empreinte carbone, elle calcule le scope 1 et le 2, donc les émissions de gaz à effet de serre, les émissions directes de gaz à effet de serre, les émissions indirectes de gaz à effet de serre pour le scope 1 et 2, mais qui a des difficultés très importantes pour calculer le scope 3. Et sauf que dans ce calcul, c'est aussi comment je vais baisser mon empreinte carbone, mais comment je vais baisser l'empreinte carbone tout en améliorant mes conditions de travail. Et là, on voit bien que la discussion, elle est sévère et difficile à argumenter pour les représentants du personnel, en tout cas pour les instances représentatives du personnel. Merci beaucoup et on va justement resserrer un peu la focale en allant regarder un secteur qui est particulièrement en première ligne des questions de transition écologique, on peut le dire, le secteur de la construction. Alors il y a à la fois la réglementation environnementale des bâtiments neufs de RE 2020 qui s'impose au niveau de la construction neuve, avec des exigences de sobriété énergétique, de réduction d'impact carbone, où on croise effectivement plusieurs enjeux. Donc des fortes attentes dans le secteur de la construction
sur des questions de rénovation énergétique aussi, avec là aussi potentiellement des questions liées aux ressources, l'utilisation notamment de matériaux biosourcés pour essayer de diminuer la consommation d'énergie. Donc ça implique potentiellement des transformations assez importantes dans le secteur de la construction. Les derniers chiffres que j'ai pu avoir, on estimerait à 250 000 emplois les besoins dans le secteur de la construction, notamment orientés vers la rénovation énergétique. Et puis, il y a aussi le fait qu'en tant que COPCO, on a aussi la loi climat et résilience de 2021, donc, qui a confié aux opérateurs de compétences un rôle lié à ces questions d'enjeux, avec, je cite le texte de la loi, la mission d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable, de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup Dimitri pour cette introduction brillante. Beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Je vais me permettre d'essayer d'être synthétique tout en étant quand même en essayant d'élargir un peu le propos au-delà du monde de la construction pour parler tout d'abord peut-être du partenariat entre Transition Pro et les OPCO. On a la chance en Grand Est d'avoir un partenariat fort et je crois que c'est important parce que les OPCO, notre métier, nous, c'est de déployer des conseillers en formation tous les jours dans les entreprises et d'essayer de faire en sorte de capter de la donnée, d'essayer d'anticiper sur les évolutions de l'économie. Et pour Transition Pro, je pense que c'est un éclairage important pour savoir comment orienter les publics vers les métiers d'avenir. Donc ce partenariat, il est important et je tenais d'abord à le souligner. Merci beaucoup pour la richesse de nos échanges qui sont très très réguliers. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à être efficace sur un territoire. Ensuite, revenir pour documenter un peu ce qui a été dit par André tout à l'heure. Sur le premier point qu'il a évoqué, c'est l'idée d'essayer de repérer les évolutions structurelles et d'essayer de mesurer leur impact sur les emplois. Il faut rappeler que les opérateurs de compétences ont des observatoires de branches. Je vous dirai quelques mots du travail qu'on fait nous à Constructis en la matière, mais au-delà de ça, ce que je disais dans mon propos introductif, c'est d'essayer aussi de généraliser et de rappeler aussi aux gens qui sont avec nous aujourd'hui que tous les opérateurs de compétences font ce travail-là, d'essayer de repérer, d'essayer d'anticiper sur les évolutions. Et donc, on fait ce travail-là avec les branches professionnelles qui jouent un rôle tout à fait déterminant. Et donc nous, on a un opérateur, on a plusieurs observatoires de prospective des métiers et des qualifications pour Constructis. Donc je vous invite à regarder ça sur le site internet constructis.fr et essayer de. Vous verrez qu'il y a pas mal d'études qui mettent en avant effectivement l'impact des transitions écologiques sur les métiers du secteur de la construction. Alors ça se voit à plusieurs niveaux. On essaie d'analyser les chiffres de ce qui a été fait dans le passé par les entreprises en matière de formation. Et là, on voit qu'il y a des efforts de formation importants qui sont faits. Et puis, on essaie aussi de remonter de la donnée qui vient du terrain. Donc là, c'est le travail des conseillers en formation. Et on voit que le secteur de la construction est fortement impacté, comme vous l'avez dit, Dimitri. Voilà. Alors effectivement, on a, je l'évoquais, des besoins en emploi qui se développent, l'évolution de gestes professionnels. Donc ça questionne aussi des enjeux directement liés à la formation, mais on l'a évoqué tous ensemble. Il y a aussi le fait qu'on a potentiellement de plus en plus d'individus qui sont sensibles à l'utilité sociale du métier qu'ils vont réaliser, et voire même de l'utilité sociale de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. On a parlé de raison d'être, d'entreprise à mission. On a beaucoup de choses dans ce sens-là qui se développent.
Donc on aurait potentiellement des catégories d'individus qui cherchent à se diriger vers des secteurs d'avenir, des secteurs porteurs, notamment donc avec une plus grande utilité sociale, ou en tout cas avec un lien avec les enjeux écologiques. Alors Lionel, dans le champ des transitions professionnelles, de la reconversion, qu'est-ce qu'on peut observer à ce niveau-là de l'impact que peut avoir ces nouveaux enjeux pour les demandes de reconversion et répondre aux attentes des actifs qui iraient dans ce sens-là? Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Des frémissements. Et du coup, quand j'entends effectivement nos différents intervenants, je comprends pourquoi on en est qu'au frémissement. C'est-à-dire que, point de vue très opérationnel, finalement, on a l'impression que c'est compliqué de mener à bien un projet dans ce domaine-là, finalement. Hein. Et du coup, je comprends pourquoi c'est compliqué de manière très opérationnelle. Alors déjà, vous remercier d'être là. Merci pour le témoignage. Et je pense qu'effectivement, on a la chance en Grand Est de travailler vraiment collectivement. Et quand j'entends Vincent parler, il parle pour le compte presque de tous les OPCO finalement, et on avait eu OPCO EP qui était venu sur la question des conditions de travail, qui était un peu dans la même démarche, et quelque part je trouve que ça vient interroger les mêmes choses. C'est comment l'initiative individuelle peut venir servir un enjeu collectif, et quelque part nous on accompagne effectivement des personnes qui sont dans une démarche volontaire de changement de métier, et comment elles vont construire leur réflexion par rapport à ce changement de métier, et comment elles peuvent ou pas contribuer à cet enjeu de société qui est la transition écologique. Si on regarde les mobiles, pourquoi je veux engager une reconversion? Le premier mobile qui va être positionné par rapport aux personnes qui nous sollicitent, hein, on verra si ça se confirme côté CEP, mais c'est effectivement de chercher un alignement. Hein, c'est le premier motif. Pourquoi je veux changer de métier? Je cherche à aligner, alors d'une manière générale, l'organisation vie pro, vie privée, mais derrière ça, il y a aussi mon engagement en tant qu'individu, donc quelque chose qui a du sens et de la valeur à mes yeux. Et ça, c'est extrêmement moteur dans la volonté initiale d'engager un projet. Pour autant, comment, à partir de là, j'arrive à trouver, dans ma réflexion, quelque chose qui pourrait être en lien avec ça, parce que, certes, je veux faire quelque chose qui corresponde à quelque chose qui a de la valeur à mes yeux, mais en même temps, il s'agit bien de personnes qui changent de métier, donc qui s'engagent dans un parcours de formation et qui prennent un risque derrière ça. Et donc, au moment de faire ce choix sur quel risque je prends, certes, la question de l'environnement, elle est centrale, et on sent que dans la démarche d'initiative individuelle, c'est quelque chose qui est important pour les gens, et ils ont bien compris que, et notamment quand on regarde nos publics, c'est plutôt des personnes qui ont entre 40 et 45 ans majoritairement. Donc ils ont des enfants, donc ils pensent forcément derrière aussi à quel héritage je leur donne. Mais au moment effectivement de faire le choix, je vais regarder ce qui est accessible directement sur mon territoire, et je vais regarder ce qui a des chances d'aboutir. Et donc, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que finalement, les velléités individuelles de contribuer à cet enjeu collectif, elles sont assez rapidement sapées par l'existence d'une réponse lisible, accessible, concrète, et qui m'offre de véritables perspectives en termes d'accès à l'emploi après ma formation. Hein, et donc, on voit que finalement, dans la majorité des métiers qu'on va accompagner, on est beaucoup sur l'accompagnement de la transition démographique. Alors ça reste un enjeu fort, notamment en Grand Est, mais là les perspectives, elles sont clairement identifiables. Voilà, on voit clairement c'est quoi comme emploi, c'est où ces emplois, c'est en plus des emplois qui sont souvent dans mon territoire, donc ça implique pas de chercher trop loin pour trouver. Et je pense que enfin, en tout cas, le sentiment que ça donne, c'est qu'on se heurte là quand même à une question d'accessibilité, de lisibilité et de compréhension de ce que ça veut dire la transition écologique pour les individus qui s'engagent de leur propre initiative. Alors après, c'est aussi parce que souvent, la question du changement de métier et la question de la transition écologique, c'est est-ce qu'on va avoir un métier radicalement différent, ou est-ce que mon métier va être changé? Est-ce que je dois, et on en avait discuté avec Constructis, on a un certain nombre de personnes qui s'orientent vers les métiers de la construction, et ça pose la question de quelles sont les normes qui vont bien. Est-ce que je dois colorer ma formation pour répondre
à des besoins qui sont ceux des entreprises. Et là aussi, il faut trouver comment on adjoint ça. Est-ce que l'appareil de formation est en mesure de le faire? Est-ce que ça pose énormément de questions finalement pour l'individu qui se retrouve à faire un choix qui peut compromettre la suite de son parcours professionnel puisqu'il est aujourd'hui en situation d'emploi, donc je fais autre chose. Est-ce que vraiment ça a des chances d'aboutir au regard des informations dont je dispose? Après, quelque part, la démarche de l'individu, elle est aussi parfois une démarche d'adaptation. C'est là où, effectivement, on parlait des transformations au sein des entreprises. Et ces transformations-là, elles amènent forcément aussi des changements pour les individus qui peuvent être subis, mais qui peuvent aussi parfois être une opportunité sur un territoire de rebondir vers quelque chose. Donc aujourd'hui, nous, quelque part, la manière dont on avance sur le sujet, c'est notamment au travers de la réponse à un appel à projet sur le fonds de transition juste, qui vise à accompagner les conséquences sociales de la décarbonation, avec à la fois des logiques de transformation pour certaines entreprises, et puis pour d'autres, effectivement, un risque à terme de menacer un certain nombre de métiers pour lesquels il va falloir permettre aux individus d'aller vers un métier qui serait dit plus vert. Et là, c'est là où on commence à se confronter un peu à la difficulté de savoir finalement de quoi on parle. Quand on parle d'un métier vert, plus vert ou qui n'aurait pas un impact nuisible sur l'environnement. Cette définition-là, finalement, elle est difficile à avoir. Et là, donc, on commence tout juste à déployer ce projet-là, où l'idée, c'est d'accompagner 100 personnes sur le Grand Est, en tout cas sur une première vague, à aller vers un emploi plus vert. Et dans les premières réflexions qu'on a, finalement, c'est est-ce qu'on va vers un emploi plus vert ou est-ce qu'on quitte un emploi trop brun? Et quelque part, la première contribution peut-être que peut avoir la reconversion professionnelle dans ces enjeux de transition écologique, c'est peut-être déjà d'aller vers quelque chose qui soit moins polluant plutôt que plus vert, parce que c'est parfois difficile à identifier. Donc quelque part, accompagner à sortir des métiers bruns est sans doute déjà une première contribution. La deuxième qu'on imagine, mais de manière un peu plus globale, c'est finalement, là aussi, par rapport au public qu'on accompagne, qui est autour d'une quarantaine d'années, qui a déjà installé une partie de sa carrière, finalement, la question de l'ancrage territorial est de plus en plus fort. Et on voit bien que contribuer à une dynamique d'économie locale, ça répond aussi aux attentes des individus. Et là aussi, la question de l'accessibilité des emplois potentiels, elle est peut-être plus visible pour les individus, mais quelque part, déjà aider à ce que les reconversions se fassent dans ma zone de vie, c'est peut-être déjà aussi sans doute une contribution à ce sujet-là. Mais effectivement, je pense que le vrai sujet, c'est comment on accompagne les individus dans le cadre d'une démarche d'initiative individuelle à contribuer à un enjeu collectif et finalement à poser la responsabilité au bon endroit, c'est-à-dire comment on accompagne ça pour que la responsabilité, elle ne repose pas exclusivement finalement sur une démarche individuelle. Quel est le cadre qui pourrait être favorable pour y arriver? Et c'est là où effectivement il peut y avoir une difficulté à bien lire les orientations et à les comprendre sur le long terme pour que les individus puissent eux-mêmes procéder à un choix qui soit un choix éclairé et qui à la fois leur amène à faire quelque chose qui a de la valeur à leurs yeux, sécurise leur parcours et contribue à un enjeu qui est celui-là aujourd'hui. Mais des transitions, effectivement, il y en a aujourd'hui beaucoup qui sont en cours. Oui, donc dans une certaine mesure, il y a une équation complexe parce que les individus ont des préoccupations légitimes qui sont liées tout simplement à leur équilibre, notamment de vie personnelle et professionnelle. Mais presque derrière, on pourrait imaginer qu'en quelque sorte, on se retrouve avec des actifs qui font des choix de carrière ou un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir est déjà en train de contribuer à une amélioration ou à une lutte contre du changement climatique parce que les opportunités sont là et l'exemple de contribuer à de l'économie locale, c'est déjà un signe potentiel qu'on a un rôle sans forcément qu'il soit, que ce soit l'intention première et qu'il y ait une forme d'activisme attendu de la part des individus.
Je crois que Vincent, vous vouliez réagir. Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement, il y a des points intéressants dans ce qui vient d'être dit. Souligner effectivement que c'est important d'aider les individus à faire leur choix d'orientation professionnelle pour l'avenir vers des métiers qui correspondent à leurs valeurs, et en même temps ne pas perdre de vue que une fois qu'ils seront en emploi, si je parle de mon secteur, le secteur de la construction, ils vont continuer leur parcours professionnel, ils vont continuer à progresser. Les entreprises consacrent beaucoup d'argent aujourd'hui au plan de développement des compétences. Heureusement, on a quand même quelques soutiens des services de l'État à travers des subventions dans le cadre du FNE ou du FSE, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les besoins sont importants. Pour transformer les métiers, il faut accompagner cet effort de formation. Et donc, mon propos, c'est de dire effectivement, il y a la phase de transition professionnelle, mais après, tout au long de la vie professionnelle, les individus continuent à développer des compétences au sein des entreprises. Oui, puis ça peut signifier aussi qu'il y a peut-être d'autres enjeux. Alors là, pour le champ de la formation professionnelle, notamment formation professionnelle continue, en termes de modalités de formation. Parce qu'on reste souvent sur les logiques de qualification. Dans quelle mesure il peut y avoir aussi de la formation en situation de travail pour accompagner la transformation de gestes, etc. C'est peut-être ça aussi qui se pose. Absolument, les modalités de formation sont un sujet important. Concernant la transition écologique, ce qu'on voit, nous, c'est qu'on est plus sur des changements sur les méthodes de production, finalement, ou sur l'utilisation de nouveaux matériaux, finalement, que sur des réelles qualifications. En fait, le dispositif de formation, historiquement, il a quand même été basé pour permettre aux gens d'acquérir des diplômes. Et on voit que là, ce n'est pas vraiment le sujet, quoi, en fait. Le sujet, c'est quand même plutôt d'être performant pour être capable d'acquérir de nouvelles compétences sur l'utilisation de nouveaux matériaux, de nouvelles méthodes de production, de nouvelles formes d'organisation. Plus intelligentes, plus souples, etc. Et que ça, c'est peut-être parfois des actions de formation plus courtes ou des formations effectivement en situation de travail, par exemple. Donc, il y a tout un bouleversement du champ de la formation professionnelle continue qui est en train de s'opérer, sur lequel les opérateurs de compétences ont toute leur place pour accompagner les entreprises. Alors, quand on parle justement du niveau individuel, je vais me tourner maintenant vers toi, Thomas. André l'a évoqué en introduction en parlant du rapport sur la formation des actifs pour la transition écologique, le rapport du Shift Project. Alors, un des leviers qui était identifié dans ce rapport, c'était tout simplement d'orienter des publics vers des emplois et des formations de la transition écologique. Maintenant qu'on a dit ça, comment on s'y prend? Je cite directement l'extrait du rapport en question. Les impacts sociaux de la transition écologique peuvent être importants. Des actions d'ampleur sont nécessaires pour sécuriser les parcours professionnels de l'ensemble des actifs. L'anticipation est essentielle pour développer un accompagnement des actifs et des employeurs dans la sérénité et proposer des formations adaptées. Alors, accompagnement des actifs dans la sérénité, ça se passe comment concrètement, Thomas? Merci, effectivement, grande question. C'est toujours un peu intimidant de parler après Lionel et d'autres collègues. Effectivement, beaucoup de choses ont été déjà dites. En plus, le français n'est pas ma première langue, donc voilà. Excusez-moi, je vais m'appuyer sur mes notes. Le réseau Avenir Actif, un grand test dont je fais partie en tant que conseiller en évolution professionnelle aujourd'hui, accompagne à peu près 15 000 actifs, un grand test chaque année. Et en plus, le réseau est aussi engagé dans une expérimentation sur ces questions-là. Comment on peut verdir notre pratique? Comment on peut y intégrer la soutenabilité? Ce n'est pas le réseau seul à lui, mais avec des partenaires en France, mais aussi avec l'appui d'un projet européen où on travaille avec les pays nordiques et les pays de l'Europe centrale, orientale sur cette question. Donc peut-être le point de départ, ce qui serait intéressant, c'est de parler comment les professionnels d'accompagnement voient, eux, le rôle. Donc on a fait une petite enquête auprès des professionnels en Europe. On a eu 700 réponses à peu près pour voir à quel point c'est représentatif. Mais effectivement, aujourd'hui, la question ne se pose pas. Les professionnels d'accompagnement interrogés disent à presque 80% oui,
aider mes bénéficiaires ou les personnes que j'accompagne à adopter un travail et un mode de vie plus respectueux de l'environnement, plus un lien avec la soutenabilité, devrait être un des objectifs de ce que je fais. Voilà, il y en a déjà plein, mais effectivement, il faut le prendre en compte, c'est un peu important pour moi. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce mouvement qu'on appelle en anglais Green Guidance, ou l'accompagnement soutenable, vient des pays nordiques déjà dans les années 90. Peter Plant, un praticien et chercheur danois, l'a conceptualisé ou a mis des lignes directrices qui disent voilà, l'accompagnement devrait prendre en compte et développer la conscience de l'impact environnemental des choix professionnels. Les informations sur les métiers, sur les opportunités devraient aussi inclure ces informations concernant les aspects de l'impact environnemental. Et puis aussi, l'impact de l'accompagnement devrait non seulement être mesuré en termes de résultats, en termes d'évolution sur le marché de l'emploi, mais aussi sur des aspects, sur des critères verts. Donc ça reste un peu théorique. Il y a, comme tu as dit, un petit foisonnement, des petites expérimentations qui se lancent dans ce sens-là. Mais que disent les bénéficiaires ou les gens qui viennent nous chercher? Dans l'enquête qu'on a menée au niveau européen, 22% de professionnels disent que leurs bénéficiaires spontanément évoquent cette question. Ils ont envie, c'est une préoccupation, ils ont envie spontanément ou explicitement inclure ces dimensions dans leur réflexion. Quand on regarde le CEP en France, dans la région, c'est plus 2% que 22% des gens qui vont évoquer ces dimensions spontanément. On peut se poser la question pourquoi. Est-ce que c'est le cadre institutionnel? Est-ce que c'est la présentation du dispositif où les gens ne se sentent pas légitimes pour évoquer ces craintes, ces questions? Et c'est aussi un enjeu. Comment on peut, en tant que professionnel, peut-être faire en sorte que ces valeurs implicites ou ces questionnements qui sont implicites, comment l'expliciter et comment en faire un sujet dans l'accompagnement. Et puis en termes d'obstacles, voilà, les praticiens ou les professionnels souhaitent le faire, mais voilà, évoquent le manque de clarté sur ce que c'est, sur comment on peut faire. Et là, quelques pistes de réflexion. Enfin, les collègues anglais, quand ils font la promotion de l'accompagnement au niveau national auprès du public, ils disent oui, l'accompagnement c'est bien plus que de parler des jobs ou des métiers. Donc aussi l'accompagnement soutenable, c'est bien plus que de parler des métiers verts, d'informer, d'orienter les gens. Et avec les collègues, nous avons identifié plusieurs dimensions, 5 dimensions de cet accompagnement. Il y a forcément, bien sûr, ces dimensions informatives ou éducative. Mais au-delà de ça, pour répondre aux attentes des bénéficiaires, la première dimension, ou une des dimensions, c'est la dimension affective, qui est une réponse aux préoccupations ou situations des personnes qui peuvent souvent être en burn-out, dans un sentiment d'impuissance, de perte de sens, perte d'espoir aussi par rapport au changement climatique, à ce qui se passe. Donc là, l'idée, c'est de se reconnecter à soi-même, à ses sentiments. Concrètement, dans l'accompagnement, ça peut être faire d'un rendez-vous CEP, de l'analyse partagée de la situation, une expérience développante qui me permet de m'arrêter, de vraiment me recentrer sur mes aspirations profondes, évoquer les questions de la résonance de Hartmut Rosa, quelles sont les expériences qui m'ont apporté de la joie, qui m'ont fait bien au cœur, pour vraiment se recentrer sur ce qui est essentiel. Et souvent là, ce type de préoccupations reviennent. La deuxième dimension, la collègue danoise Myriam Dimsitz, elle l'a appelée social-écologique. Donc on est également dans une espèce, dans la notion de connexion, mais cette fois-ci c'est reconnecter aux autres, comprendre un peu son rôle dans ce monde et comprendre que voilà, on n'existe pas en tant qu'individu isolé, mais on peut aussi apprendre à agir collectivement dans ses choix de carrière. Donc là, plusieurs exemples de pratiques, réfléchir, discuter, pas seulement de son parcours professionnel, mais aussi de son rôle global, comme dit Hannah Arendt, la notion du travail comme œuvre, action et travail, effectivement, vie active plutôt que carrière, entre guillemets. Dimension éducative, au-delà d'informer des gens sur les métiers verts, donner des infos de qualité sur les perspectives, sur les évolutions qui nous manquent clairement aujourd'hui. On a des ressources éparpillées par-ci, par-là, mais aussi explorer peut-être avec les gens les liens entre la crise climatique et environnementale
et les systèmes de production et le monde de travail, comme vous l'avez évoqué, explorer, réfléchir sur l'impact environnemental de ses propres choix. Et puis, pour aller plus loin, si on réfléchit à un changement, une transformation plus globale, effectivement, diminuer l'empreinte carbone moyenne de chaque Français par 5, divisé par 5, passer de 10 tonnes par an à 2 tonnes, ça implique des transformations beaucoup plus importantes qu'une transformation de tous les secteurs économiques. Donc il y a la dimension transformationnelle, c'est-à-dire comment peut-être dans l'accompagnement évoquer ou déconstruire les discours ou les narratifs dominants dans le monde du travail aujourd'hui notamment sur la performance, évoquer la notion de la robustesse, la croissance infinie, la compétition et la conformité, où il faut surtout avoir un beau CV, être corporate, pas trop sortir du cadre, évoquer ces questions-là pour aller à la dimension finalement, et il faut qu'on l'évoque, la dimension que Myriam appelle politico-idéologique, c'est-à-dire voilà, peut-être aussi réfléchir à comment moi, en tant qu'individu, à mon petite échelle, par mon action individuelle, mais aussi collective, je peux contribuer à une transformation plus large dans la logique, voilà, j'apporte ma petite pierre à la cathédrale. Maintenant, ça pose énormément de défis, notamment par rapport à la neutralité. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans un nouveau adéquationnisme, métier vert, injonction morale, il faut agir individuellement, il faut comprendre aussi ce qu'on peut faire réellement et pas créer le sentiment de culpabilité, etc. Donc vraiment éviter tout ça, toute obligation, injonction. Et Dimitri, tu l'as évoqué dans ton article, principe de prudence. On ouvre la thématique avec la personne, c'est important ou pas, voilà, on ne force pas. Et puis penser cet accompagnement ou cette écologie, un lien avec le parcours professionnel, quelque chose qui obéit à un désir profond que tous les bénéficiaires qu'on accompagne ont finalement. Dans quel monde j'ai envie de vivre et quelle peut être ma contribution dans ce monde. Merci beaucoup Thomas, c'est très riche tout ce que tu livres là, puisque ça souligne un aspect qu'on n'a pas encore nécessairement beaucoup évoqué là dans les échanges, mais la dimension un peu des effets psychologiques que peuvent avoir les discours autour de la transition écologique sur les individus eux-mêmes, avec, on le sait, des réactions justement multiples, variées, d'éventuellement des risques de tétanie, de perte de pouvoir d'agir face à une situation qui peut paraître complexe. Par contre, s'il y a bien un point qu'on retrouve un peu dans le discours que tu proposes et qui me semble traverser un peu les différentes interventions, la question de la lisibilité, de la compréhension, et finalement, effectivement, l'idée de se dire il ne faut pas que ça relève nécessairement d'une injonction à. On rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait d'agir malgré tout pour ces enjeux-là, sans forcément en avoir l'intention première ou définitive. Je pense à l'enquête qui avait été menée et au rapport de Parlons Climat qui soulignait bien ces aspects-là, où l'enjeu pour les individus, finalement, c'est que dès le moment où la transition écologique a un risque de bouleverser les représentations, les valeurs individuelles, ça touche un point sensible qui nécessite tout l'art après de trouver la bonne maille pour accompagner les individus derrière. Et effectivement, ce que tu évoques sur le fait de se dire il y a probablement aussi une réflexion plus large, on revient à ce qu'on évoquait peut-être au tout début, sur l'idée que la frontière entre l'engagement professionnel, l'engagement personnel ou individuel, l'idée finalement quelle contribution je peux apporter au monde, là on a quelque chose un petit peu qui devient moins qui devient perméable. Merci. Pourquoi chercher à faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà. Alors, avant qu'on passe à une phase plus de synthèse, je te proposerai de faire, André, lourde tâche d'ailleurs. J'avais envie simplement de reproposer un petit tour de table, mais avec une question toute bête qui est finalement, alors pour chacun d'entre vous, à votre niveau, quelle serait peut-être une recommandation clé
dans votre champ qui vous semblerait être un levier intéressant par rapport aux enjeux de transition écologique? Alors du coup... Merci. Je vois que c'est moi qui bah, commence. là, je crois que vous n'avez pas eu le choix, là. Sympa. Merci, Thomas. L'honneur aux dames, mais c'est... Ok. Très bonne question. Merci à Dimitri de l'avoir posée. C'est sympa. Peut-être il y a plusieurs choses, pas un seul levier, mais en tout cas la discussion. Discuter, anticiper. Oui. Voilà, c'est pour moi l'essentiel. C'est comment on anticipe cette écologie, on veut dire, qui rentre par la fenêtre, les portes, le toit et partout. Comment on la discute, parce qu'on sait que de toute façon, ça va transformer les conditions de travail, ça va transformer les organisations du travail. Un autre exemple. Par exemple, on parlait du tri des déchets. On parle du tri des déchets. Mais en fait, aujourd'hui, dans les entreprises, vous parlez de moins en moins de tri des déchets. On parle de valorisation de la matière. Ce qui change tout. Puisque ce que vous mettiez à la poubelle, en fait, vous allez le décomposer, vous allez apprendre à faire autrement. Vous devez apprendre à faire autrement. On vous impose de faire autrement. Et donc, ça change. Ce sont des nouvelles activités dans le travail. Donc, comment ça s'inscrit dans l'organisation du travail, comment on les discute, quelles sont les nouvelles habiletés professionnelles, etc. Donc, en fait, il faut anticiper et il ne faut pas penser que le tri du déchet qu'on fait à la maison, c'est pareil que quand on le fait dans une entreprise. C'est comme quand on a introduit les mails pour tous. Quand on utilise un mail perso, c'est pas de la même manière qu'on l'utilise. On va pas l'utiliser de la même manière professionnellement. À chaque fois qu'on introduit quelque chose dans un milieu professionnel, on doit le penser de manière professionnelle. Voilà. Et donc, ça s'anticipe, ça se discute et il faut trouver les bons compromis pour que ce soit satisfaisant pour tous. C'est beau, mais c'est une... Finalement, voilà. La question pouvait être un peu prise de court par la question de la recommandation clé, mais on ne peut pas dire que vous en sortez très très bien donc, avec cette phrase-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est notamment l'idée de représentation un peu culturelle. Vous évoquiez la question des déchets. Alors, je pense encore une fois à Claire Larocque, qui a écrit une philosophe qui a écrit un ouvrage sur notre rapport aux déchets, qui dit beaucoup justement de nos représentations. Il y a la question des cycles de vie aussi qui s'intègrent aujourd'hui de plus en plus dans les modes de production. Donc il y a notamment, quand Thomas, tu évoquais la dimension de représentation, de la performance. On sent qu'il y a aussi peut-être des réflexions, des délibérations à avoir, pour reprendre la question de la discussion et du dialogue, des délibérations à avoir autour de notions comme celle-ci qui sont un peu ancrées, mais qui sont amenées à se transformer. Merci. Vincent, je crois que vous êtes parti. La question posée donc, sur l'élément le plus important, selon moi, sur notre apport par rapport à ces questions de changement, de transition écologique. Pour moi, je pense que la question centrale aujourd'hui, c'est la présence sur le terrain. On est, nous, opérateurs de compétences en face de clients qui sont... pour 90% des entreprises de moins de 50 salariés. Donc voilà, ces gens-là, ils sont pleins de bonne volonté, les patrons de PME, TPE, mais il y a besoin d'un accompagnement fort parce que ces questions-là de transition écologique, c'est pas si simple à appréhender. Et donc vraiment, l'objectif pour nous, c'est d'aller à leur rencontre le plus possible, de cibler notre action notamment sur les TPE, parce que là, dans les moins de 11, il y a encore plus besoin d'accompagnement que dans les entreprises de taille intermédiaire. Et donc, vraiment, la question centrale, elle est là, quoi. C'est déployer des moyens humains, des conseillers en formation pour aider les chefs
chefs d'entreprise à construire leur plan de développement des compétences, mais aussi à réfléchir sur la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Nos entreprises ont besoin de main-d'œuvre et un des moyens aujourd'hui d'être attractif, c'est aussi de réfléchir sur la RSE. Et donc, c'est important d'accompagner les entreprises dans toutes ces démarches-là. Voilà, donc vraiment, nous, le sujet central, c'est présence auprès des entreprises au quotidien. C'est ce que font nos conseillers en formation. Tous les jours, ils sont au contact des entreprises. Alors, on essaye aussi de verdir notre action. On essaye de faire quelques rendez-vous en visio plutôt qu'en déplacement. Mais quand même, les patrons de TPE, ils ont besoin de nous voir, quoi, parce que c'est compliqué aujourd'hui l'exercice de l'entrepreneuriat en France. Il y a beaucoup de sujets et il y a des sujets un petit peu techniques sur le développement des compétences, sur l'accompagnement au changement, etc., qui nécessitent quand même qu'on aille les voir au quotidien. Très bien, oui, donc du dialogue, de la proximité, notamment parce que comme les sujets se multiplient, on peut avoir des risques de saturation et peut-être même à terme de fragilisation de certains sujets par justement ces phénomènes de trop de choses à aborder qui peuvent fragiliser certains enjeux importants. Oui, c'est certain, Dimitri, qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Les gens sont un peu noyés sous un flux d'informations continues sur leur smartphone, sur les mails, etc. Et de temps à autre, quand même se poser avec un conseiller en formation, réfléchir un peu à sa stratégie d'entreprise, essayer de dresser un peu des perspectives d'avenir et de réfléchir à comment je fais pour avoir les compétences en adéquation avec mon plan stratégique de développement de l'entreprise. Oui, effectivement, ça nécessite quand même de se poser un petit peu, de prendre un peu de temps, de réfléchir. Et je pense que ça, c'est très, très important pour le tissu des PME, TPE françaises. Merci. Je crois que Lionel a envie de prendre le relais sur cette question. Moi, je vais copier. En fait, je m'étais dit, il y a une question de temporalité. Et en dessous, j'ai écrit, il y a une question d'anticipation. Et je me dis que attention à l'anticipation dans la bonne temporalité finalement, parce que c'est toujours le problème d'arriver au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Et on voit bien que dans tout l'accompagnement des transitions qu'il peut y avoir, être au bon moment, dans la bonne temporalité, c'est un vrai sujet. Et c'est sans doute là où je suis convaincu que la question du dialogue social et un dialogue social qui soit le plus transparent possible et vraiment aidant pour permettre à chacun d'être dans la bonne temporalité par rapport aux enjeux qui sont les siens, ceux de l'entreprise, mais ceux de l'individu qui va devoir, lui, faire des choix avec ou sans son entreprise. Mais du coup, il a besoin d'y voir clair sur qu'est-ce qui m'attend. Et donc, je vais aussi dire que quelque part, une boutique comme la nôtre, Transition Pro, on a forcément un rôle à jouer dans la question, ces questions-là, puisque c'est mettre à disposition des outils qui vont permettre, à un moment donné, de répondre, en complément des outils qui accompagnent l'entreprise, de répondre à des besoins des individus. Donc, je pense qu'il y a une nécessité, effectivement, que nous soyons présents, que nous soyons soutenus sur ces questions-là pour pouvoir réussir dans ces enjeux-là. Et je terminerai la question du terrain. Je pense qu'on a on est parti en consortium sur un projet, un EDEC financé par la région et par l'État qui concerne la filière automobile. Et donc là, l'enjeu, c'est quand même d'aller rencontrer les salariés de cette filière qui sont en partie concernés par des impacts liés à la transition écologique. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre finalement quel est leur rapport à leur parcours, quel est leur rapport à une démarche qui vise à développer des compétences et qu'on n'appelle pas forcément formation, et quel niveau ils positionnent en tant que responsabilité individuelle, locus externe, locus interne, quoi. C'est est-ce que mon avenir professionnel dépend de mon entreprise et quel rôle moi je joue aussi dans la sécurisation de mon propre avenir professionnel. Comprendre ces mécaniques-là sera sans doute un moyen d'être dans la bonne temporalité.
Donc du dialogue, de la proximité et puis une forme de planification, en tout cas une logique de se dire il y a probablement à réfléchir au bon moment pour agir. Thomas. Donc, dans la perspective d'une professionnelle d'accompagnement, CEP, bilan de compétences, on n'a pas besoin d'être un warrior ou ayatollah d'écologie pour intégrer la soutenabilité dans sa pratique. Parce que voilà, 8 millions d'emplois, à peu près 30% d'emplois seront directement impactés, très rapidement impactés par le changement, par les enjeux du verdissement d'économie, et ça se passe déjà devant nos yeux. Donc la première question à se poser, comment je pourrais le faire en tant que professionnel? Et là, ce frémissement dont tu as parlé dans le secteur d'orientation d'accompagnement, aujourd'hui en France, c'est matérialisé aussi par la création d'une assoce qui s'appelle Lab Green Guidance, Lab Green Guidance, qui, dans le cadre de cette asso, on essaie de travailler aussi sur cette question-là. Donc il y a une première ressource ou une ressource qui permet aux professionnels de réfléchir à cette question. Il y a plusieurs manières. Une manière très pragmatique où on peut poser la question aux personnes accompagnées. Avez-vous déjà réfléchi quel est l'impact de la transition verte sur votre secteur, sur le métier vers lequel vous souhaitez vous orienter? Quelles sont les opportunités qui existent, qui sont amenées par cette transition? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous être intéressant? Ça peut aussi consister à dire clairement, écoutez-moi, en tant que professionnel, c'est une question qui m'intéresse. Donc, si vous souhaitez, on peut l'évoquer ensemble. Dans le travail sur les valeurs professionnelles, ça s'y prête très facilement. Et globalement, élargir peut-être les critères de choix quand on réfléchit et quand on construit à son projet. Aujourd'hui, on travaille sur des critères traditionnels, mes aspirations, mes valeurs, mes compétences, mes envies. Pourquoi pas y introduire la question de la soutenabilité? Je reprends les propos d'André, et la personne prend ou prend pas, mais au moins la question est sur la table, la question est explicitement évoquée dans l'accompagnement, et ça permet, tout en respectant la liberté de chacun, d'aborder cette question et peut-être commencer ce travail d'abord de sensibilisation, travail sur l'identification des opportunités, et puis après dans la mise en œuvre du projet, travail avec les partenaires pour sécuriser le parcours et permettre à la personne d'aboutir soit à un projet de reconversion, mais il y a plein d'autres moyens pour verdir, entre guillemets, sa carrière ou sa démarche professionnelle. On parle de l'éco-entrepreneuriat, de l'éco-intrapreneuriat, plein de possibilités. On n'a pas besoin de transformer sa vie professionnelle radicalement pour faire une contribution. Oui, il y a une ouverture en fait possible et comme tu l'avais évoqué aussi dans ton intervention juste un peu avant, ça touche à la dimension un peu éducative, enfin, pas qu'un peu d'ailleurs, à la dimension éducative du conseil, de l'accompagnement et le fait de peut-être aussi de se dire ça ne se joue peut-être pas qu'à travers la vie professionnelle, mais aussi peut-être par d'autres formes d'engagement que purement métier, emploi aussi. Très bien, merci. Alors André, tu n'es pas, je ne t'exclus pas du tout de la question de proposer, selon toi, une recommandation clé avant peut-être de te laisser proposer quelque chose d'un peu synthétique et peut-être encore une forme de prise de hauteur autour de tout ce qui vient d'être échangé. Juste, ce qui me paraît assez clair dans nos échanges, c'est que c'est complexe. Et j'aurais plutôt tendance à dire qu'une des premières recommandations, c'est de montrer la complexité des débats et de distinguer en fait dans le champ ce qui relève du technique, qu'est-ce qui relève du normatif, ce qui relève de l'idéologique, qu'est-ce qui relève du technique, etc. Et il me semble que la décomplexification permettrait peut-être de savoir comment on se situe, parce qu'il me semble que au fond, le risque qu'on a, c'est qu'on fasse plus de la même chose, c'est-à-dire qu'encore une fois, on pose comme non négociable quelque chose qui serait déjà là et sur lequel on n'a aucun pouvoir d'intervention. Et ça, c'est la meilleure manière pour produire de la répulsion et pour produire du déni, et puis surtout pas de produire de la solidarité et de l'engagement des personnes. Donc il me semble que la question de la délibération qu'Aline a évoquée me paraît complètement centrale. C'est un sujet complexe dans lequel on peut accepter que toutes les parties prenantes n'ont pas les mêmes points de vue et les mêmes enjeux. Donc à partir du moment où on accepte le fait ni que c'est déjà là, mais qu'il y a un espace de discussion, peut-être qu'on peut construire ensemble quelque chose qui est
de cette façon pertinente. Et du coup, c'est vrai du côté des professionnels, mais d'une certaine façon, c'est très vrai du côté des personnes qui peuvent avoir le sentiment que c'est encore une imposition supplémentaire, encore une normativité supplémentaire. Et pour les personnes les plus en difficulté, c'est encore le sentiment que toutes les portes et les fenêtres se ferment d'une certaine façon, et que pour les gens les plus exclus, au fond, le sentiment que c'est encore un truc en plus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est précieux, c'est-à-dire de dire, si on ne remet pas de la délibération et du sentiment de pouvoir agir, de pouvoir contribuer, le risque qu'on a, c'est d'imposer une normativité supplémentaire comme non négociable, alors qu'au fond, on peut penser que le futur n'est pas écrit. Enfin, c'est mon côté optimiste, de dire peut-être qu'on a la possibilité de fabriquer d'autres récits sur l'avenir, et que l'avenir est aussi à construire. Très bien. Alors, du coup, oui, tu peux enchaîner. Je te laisse la parole plutôt là sur un... c'est un exercice compliqué. Alors du coup, ça va être compliqué, bien sûr. Je vais essayer quand même. Plutôt de la... Je vais simplifier la complexité. En fait. Tu as une fenêtre de temps confortable en plus. Là, oui, j'ai une fenêtre de temps confortable. C'est très bien. Juste parce que du coup, c'est vraiment très frappant avec nos points de vue différenciés. Et du coup, les lectures un peu différentes qu'on a, parce qu'on a une expertise tous sur des points de vue différents, sur des sujets différents. Chacun, simplement avec les illustrations qu'il donne, montre bien qu'il y a plein de choses qui sont déjà en évolution, en marche, en réflexion, etc. et qu'on part pas de rien. Donc il y a quelque chose déjà qui est en marche, mais qui relève pas des mêmes enjeux. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important, c'est faire la différence entre les évolutions techniques. Dans la construction, par exemple, il y a aussi des évolutions techniques qui sont corrélées avec des évolutions normatives, c'est-à-dire au fond, il y a des réglementations nouvelles qui vont s'imposer, puis il y a des évolutions d'usage qui sont aussi imposées par tout ça, etc. Et puis il y a des évolutions de conception de sa propre vie, et tu l'as dit, Lionel, il y a des personnes qui vont aussi se situer dans un environnement dans lequel elles ont l'impression de ne pas être alignées avec ce qui a de la valeur pour elles dans cette situation. Je ne sais pas, c'est Dominique Méda, dans son dernier livre, La sociologue, qui évoque le nombre de personnes, près du 2/3, si je me rappelle bien, qui ne s'estiment pas pouvoir travailler jusqu'à la retraite, dans la situation qu'elles occupent. Le chiffre le plus important en Europe, donc puisque c'est une étude internationale. Donc ça montre aussi que les questions de soutenabilité, on ne peut pas que les traiter en termes de volume d'emploi ou d'évolution de l'emploi et de contenu d'activité, mais dans une itération finalement permanente entre la lecture qu'a l'individu de la manière dont il a envie de vivre sa vie dans les situations et les territoires dans lesquels il est, et puis au fond ce qu'il y a comme des ressources à disposition qui lui sont proposées. Et quelque part, la demande de mobilité professionnelle, elle incarne, elle donne à voir ce qu'on pourrait appeler l'ambivalence des personnes dans les situations. Et du coup, j'aimerais remettre dans la discussion l'idée de chercheur qui s'appelle Thomas Bauer, qui a écrit un livre très intéressant sur vers un monde univoque, et qui explique le fait qu'il faudrait toujours qu'on soit au clair sur ce qu'on veut, il faudrait toujours au clair sur le fait que les choses sont écrites, elles sont normées, elles sont planifiées, elles sont rationnelles, etc. Et ce qui dit, au fond, ça c'est une vision des choses, on est tous un peu ambivalents dans les situations, et d'une certaine façon, la conduite de sa vie professionnelle passe par un certain nombre de dilemmes, d'interrogations qui nécessitent d'être partagées, discutées. Et du coup, je voudrais remettre la question de l'ambivalence, parce que l'écologie, elle nous renvoie nous-mêmes au paradoxe presque individuel qu'on peut avoir, collectivement qu'on peut avoir. Et au fond, on a le sentiment que tout le monde essaye globalement d'aller et de tendre vers quelque chose dans lequel ils sont plus lui-même dans une contribution à un bien commun, mais finalement, on est tous pris dans des multiples tenailles. C'est Marc-Henri Soulet qui parle des tenailles dans lesquelles on est tout le temps... Et du coup, légitimer aussi le fait qu'on n'a pas de certitude, et que globalement, on n'en sortira qu'à partir du moment où on les met en discussion, et que la clarté viendra progressivement. Mais il me semble que cette question de la complexité, cette question de l'ambivalence, elle apparaît dans tout ce que vous dites, avec quand même collectivement la volonté d'avancer, et collectivement la volonté de le mettre en discussion, sachant que là encore, on voit bien que les vérités sont pas définitives. Enfin, voilà, regardez ce qui se passe au niveau international. Voilà, on voit bien que la contingence et l'incertitude font partie du monde dans lequel on est.
Ce que je veux juste souligner aussi, c'est que tu l'as dit, Lionel, c'est qu'il y a à la fois la volonté d'alignement qu'ont avoir les personnes, mais Thomas, tu l'as dit aussi, les personnes peuvent être aussi en situation d'angoisse et d'incertitude sur le fait que c'est pas si simple finalement de récupérer la responsabilité de conduire sa vie vers une vie plus soutenable, parce que tu peux être aussi démuni dans ces moments-là. Et le fait que les personnes se sentent démunies nécessite aussi de les accompagner avec soin, avec délicatesse, avec bienveillance pour que ça puisse avancer pour elles. Et puis, dans ce que disait Aline aussi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée que si on ne met pas de la discussion, de la délibération sur les impacts quasiment subjectifs que chaque personne va vivre dans sa situation de travail, on ne va pas y arriver, quoi. Et si on ne met pas toutes les parties prenantes autour de cette question-là, là aussi, on ne va pas y arriver. Donc, il y a quelque chose qui me paraît intéressant dans ce que vous évoquez. Le risque qu'on a, c'est qu'il y ait une injonction du déjà là, qui est non négociable, alors qu'au fond, il est extrêmement important qu'on ait tous le sentiment qu'il y a des aspects qui sont discutables. Et dans toutes les fines strates de l'organisation du travail, j'ai travaillé par exemple en Lorraine sur la fin de la sidérurgie, c'est mon grand âge qui fait ça, et quand les lamineurs ont disparu, ça m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire les lamineurs, ils travaillaient à la main avec des perches, etc., et leur métier a disparu, et je retrouve aujourd'hui les injonctions, finalement, votre métier va disparaître, il faut vous reconvertir, et en fait, la pression sociale qu'il y a eu sur ces gens-là. Et en fait, j'ai tout le temps l'intuition qu'on risque de faire ça aussi, c'est-à-dire le fait que c'est comme ça et qu'on va pas... Non, il y a des choses qui sont négociables et que là, les parties prenantes peuvent parfaitement construire quelque chose. Il me semble, donc complexité, le deuxième point, c'est vraiment la question du déjà là et de la question du discutable. Et il me semble que tout le monde peut aujourd'hui avoir le sentiment. Alors, dès qu'on met des choses discutables, on remet... dans notre jargon, on dirait on remet de la gentilité, c'est-à-dire on remet le sentiment de pouvoir contribuer à quelque chose. Et le sentiment de pouvoir contribuer à la propre conduite de sa vie, mais aussi dans une organisation, tu as le sentiment que les choses ne sont pas écrites, elles ne sont pas définies par un cabinet qui a décidé comment elles seraient, mais qu'elles sont discutables, même dans les tensions qu'elles génèrent, ça me paraît vraiment un enjeu crucial. Le troisième aspect qui me paraît, à vous écouter, très important, c'est que c'est bien sûr, il y a la question de l'accompagnement, mais il y a fondamentalement, et qu'on retrouve par exemple je pense au référentiel Green Camp, qui a été sorti par la Commission européenne, il y a vraiment il y a quelque chose qui relève du champ éducatif, qui pour moi ne relève pas du champ formatif. C'est-à-dire que globalement, la capacité à penser le futur, c'est-à-dire pour toutes les générations qui viennent, c'est-à-dire ce que l'ONU appelle les littératies du futur, c'est-à-dire c'est vraiment l'idée qu'on peut contribuer à penser des futurs qui sont plus désirables, pour reprendre David Médas, c'est-à-dire qu'on a aussi quelque part éducativement à réfléchir à comment toutes les générations qui viennent sont en capacité de produire des récits alternatifs par rapport à des récits dominants, les récits dominants étant bien sûr ceux du néolibéralisme. Je vous invite à lire le dernier livre d'Arnaud Orin sur le monde confisqué et sur le capitalisme de finitude, qui est très très frappant sur le fait qu'au fond, la toute-puissance de la prédation sur les individus et sur les ressources est là, et que du coup il faut faire attention aussi sur le fait que tout le monde peut avoir le sentiment qu'au fond il n'y a aucune marge puisque tout est écrit et qu'en plus nous sommes tous marchandisables d'une certaine façon. Et il me semble que éducativement, par exemple, dans le Green Camp, il y a un dernier référentiel de compétences, il y a un élément très intéressant sur comment chacun peut contribuer à un monde meilleur et qui incite, alors c'est rigolo de le voir pour la première fois dans un référentiel, sur l'agentivité collective, consulter les politiques pour dire est-ce que vous faites vraiment ce qui convient à la société, et il y a tout un travail sur des avenirs, des futurs désirables, etc. Donc la dimension éducative me paraît extrêmement intéressante, et elle ne renvoie pas uniquement par rapport à ce que disait Thomas à la question en gros de l'activité de conseil, mais pour moi elle renvoie vraiment à comment collectivement on imagine ça. Alors voilà, dans le dernier livre que j'ai proposé, je propose des tiers-lieux sur les vies professionnelles soutenables et solidaires. Voilà, on verra si ça donne des effets sur les territoires. Le quatrième point, parce que ça me paraît aussi important, c'est que plus on travaille sur des sujets généraux, plus il paraît s'éloigner aux personnes, et il me semble que globalement notre capacité à agir, elle est complètement liée aux territoires sur lesquels on est. Je reprends ce que dit Lionel, c'est-à-dire que je crois
qu'on a plus de pouvoir d'agir dans des lieux de vie sur lesquels on a le sentiment de la proximité. Et il me semble que là, on a un vrai enjeu d'expérimentation. Alors, je crois beaucoup à la territorialité parce que je travaille dans des Fab Labs, dans des tiers-lieux, etc. Et je vois des choses assez fabuleuses qui se font et qui ne sont pas tellement connues, mais en fait, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire il y a des acteurs territorialement qui sont capables d'inventer des choses. Je ne sais pas si on parle, par exemple, des impacts de la transition écologique sur la production agricole, sur l'alimentation, sur la frugalité, etc. En fait, il y a des tiers-lieux aujourd'hui qui fabriquent de la cuisine collective avec des AMAP, etc. Donc il y a des choses localement qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on a aussi des gens qui vont faire des bifurcations qui ne sont pas agrotech. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que globalement, il y a des récits alternatifs qui vont être produits par des personnes, parce que la modélisation sociale, elle fonctionne, on a besoin de leviers d'imitation, de gens qui nous soutiennent, et ces gens, ils sont peut-être à côté de chez nous, pas loin de chez nous, et il y a des initiatives à prendre par rapport à tout ça. J'ai encore 2 minutes, oui, ça va. Oui. Il me semble qu'il y a un autre élément aussi qui est, et que du coup vous faisiez apparaître à la fois Lionel, mais que vous faisiez aussi apparaître, que je trouvais intéressant, c'est le risque, c'est de l'objectivation et de la rationalisation absolue. C'est l'idée, au fond, que les choses sont factuelles, sont objectivables, sont normables, sont quantifiables, et qu'au fond, les personnes sont d'abord des individus affectivement chargés, qui ont des représentations sociales et qui ont le sentiment que ce qui a de la valeur à leurs propres yeux, subjectivement, concept de capacité d'Amartya Sen, ce qui a de la valeur à leurs propres yeux n'est pas forcément ce qui a de la valeur par rapport à des tiers. Et le risque, c'est qu'on veuille à tout prix les convaincre que ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on pense qui est bon pour eux. Et il me semble que là, on a un vrai risque sur le fait de la non prise en compte de la subjectivité de la personne, et qu'au fond, les personnes sont situées, c'est des personnes qui ont des liens sociaux, qui ont des choses qui les intéressent, dans lesquelles elles sont mobilisables. Et il me semble qu'il faut, alors je dis il faut, ça paraît une injonction supplémentaire, mais qu'il y a des environnements qui seraient propices à ce qu'elles puissent avoir le sentiment qu'elles essayent, qu'elles peuvent contribuer à quelque chose qui a de la valeur pour elles. Et il me semble qu'il y a un risque aujourd'hui, notamment avec le développement des IA génératives, on est dans un modèle de rationalisation absolue ou un modèle de délégation de la décision à des tiers qui seraient les data, et au fond avec le sentiment de la désubjectivation qui est la pire des situations, c'est-à-dire les individus ne sont plus des individus, mais sont simplement des êtres rationnels qui prendraient des décisions. Pour travailler par exemple sur les processus de décision professionnelle depuis 30 ans, la première chose qui nous frappe, c'est que les décisions sont tout sauf rationnelles. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'éléments rationnels pour décider, mais que c'est vraiment un enjeu. Donc la question de laisser des espaces de subjectivité pour que les personnes puissent s'exprimer, transition pro, CEP, quelle que soit la modalité d'accompagnement, c'est un vrai enjeu. Autrement, le risque, c'est encore une fois d'imposer de l'injonction de la normativité. Et puis 2 autres éléments, parce que du coup, ils apparaissent aussi dans tout ce que vous avez dit. Il y a un enjeu autour, alors soutenabilité, durabilité. Aujourd'hui, on les utilise un peu alternativement avec mais juste dans la question de la soutenabilité, il y a vraiment 3 dimensions qui sont 3 dimensions tout à fait différentes. Il y a une dimension qui peut être purement juridique et normative, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des activités durables, il faut rendre un rapport de durabilité avec le bilan carbone, etc. Puis la soutenabilité, elle renvoie à une définition qui est ce que je pourrais supporter, et qui renvoie au fond à la relation aux conditions de travail et à la situation de travail. C'est-à-dire, moi, est-ce que le job que j'ai, il est soutenable pour moi, et est-ce qu'il est soutenable pour les autres, c'est-à-dire pour le bien commun et pour la planète. Et il me semble qu'il faut avoir en tête qu'il y a ces 3 dimensions qui sont extrêmement importantes dans les choix professionnels. Et puis, quelque chose que je crois que vous avez dit tous les deux, Aline et Lionel, c'est vraiment l'idée de c'est arrêter de penser qu'on va prévoir, quoi. C'est-à-dire c'est la fin de la planification, on n'y arrivera pas. Par contre, il faut absolument anticiper. Donc anticiper, c'est essayer de tracer des lignes de futur sur lesquelles on pourra éventuellement statuer. Alors c'est la différence que fait François Julien, le philosophe, entre passer de logique de moyens-fins, c'est-à-dire tu définis le but et tu définis les moyens, à ce qu'il appelle les conditions. Le lien entre conditions et conséquences, c'est de mettre en place les conditions pour qu'on puisse aller vers quelque chose qui est valable pour chacun, avec la question vraiment des temporalités différentes. Et que je trouve que ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est penser le temps long. C'est penser le temps long. Alors surtout dans l'immédiateté de l'actualité, penser le temps long, c'est très difficile. Or, on a vraiment besoin de penser le temps long qui passe par de la délibération, qui passe par la discussion et qui passe par toutes ces questions. Et puis un dernier point, parce que ça renvoie à ce que tu disais, puisque tu parlais
Lime Green Guidance, mais je pense qu'on a absolument besoin d'expérimenter, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des lieux dans lesquels on se coltine au réel, dans lesquels tous les acteurs sont partie prenante, dans lesquels les personnes en logique de haute transition sont elles-mêmes en discussion, en délibération, et que s'il y a une doctrine qu'il faut qu'on pose, et que cette doctrine ne soit pas un dogme, et qu'elle soit vraiment une doctrine qui puisse être évolutive, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on n'a pas réellement de certitude, mais on a peut-être l'envie, le désir de faire quelque chose pour que le monde soit plus soutenable et plus solidaire, tout simplement. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments. Je crois qu'il y a suscite des réactions. Ouais, sur temps long, y a des événements dans notre actualité pas très ancienne qui démontrent qu'effectivement, on a besoin de se projeter dans ce temps long. Et souvent, moi, ce que je vois dans les métiers de la construction qui m'animent au quotidien, c'est que c'est des passionnés, en fait. C'est des artisans, des chefs d'entreprise passionnés qui portent le temps long, finalement. Les gens qui ont rénové Notre-Dame, il y a quelques années, on se disait c'est les vieilleries, tout ça, ça sert à rien. Eh ben, ils ont maintenu toutes les compétences, ils ont gardé le savoir-faire historique, puisqu'on a utilisé des techniques qui datent du Moyen-Âge, et heureusement qu'il y a ce temps long, heureusement qu'on a gardé ces savoir-faire. Donc oui, c'est important, effectivement, André, tu as parfaitement raison, de faire confiance aux passionnés. Parce que du coup, l'exemple, je voulais le citer, l'exemple de Notre-Dame, mais il renvoie aussi au fait que la difficulté des transitions professionnelles est de plus en plus liée à l'invisibilité du travail. C'est-à-dire ce qui a été très frappant, par exemple chez les artisans, les charpentiers, parce qu'on a eu beaucoup de travaux sur les charpentiers, c'est que le lien entre l'activité et la production sont visibles. Ce que tu fais se voit. Et c'est Marianne Dujarier qui dit, en fait, le monde du travail aujourd'hui, il désynchronise l'activité, la production et l'emploi. Et en fait, la désynchronisation, elle produit une forme d'invisibilité du travail qui augmente le niveau d'anxiété des personnes parce qu'elles n'arrivent plus à repérer très concrètement le lien entre ce qu'elles font et ce qu'elles produisent. Il y a des gens aujourd'hui, ils traitent de la donnée et sur des tableaux en permanence, et dans lequel la visibilité même de ce qu'ils peuvent produire, et du coup, vous l'avez compris, le sens de ce qu'ils peuvent faire, est un questionnement permanent pour elle. Et du coup, c'était intéressant de voir Notre-Dame justement par l'idée que, au fond, ça se voit. Et on a perdu voilà, c'est l'éloge du carburateur, pour ceux qui connaissent la référence. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on cache les moteurs pour pas pouvoir les réparer, parce qu'il y a des voyants et des capteurs qui vont capter tout ça. Donc, il y a aussi en arrière-plan quelque chose qui est un enjeu collectif important, c'est l'invisibilité du travail augmente la difficulté à se projeter, puisque le travail est de moins en moins visible, ce qui pose d'ailleurs la question qui était intéressante, c'est est-ce qu'on parle de métier, est-ce qu'on parle d'emploi, ou est-ce qu'on parle de situation de travail, et du coup, on voit bien que sur les situations de travail, ça va aller. Dès qu'on est sur des métiers, on est sur des agrégats beaucoup trop généraux, et que du coup, ça n'a pas beaucoup de sens pour les personnes. Oui. Je veux bien réagir parce que je trouve intéressant là ce vers quoi on va, c'est l'artisanat et l'artisanat d'art par exemple. Pour avoir discuté notamment avec des cristalliers. Moi, les cristalliers, quand on a parlé des questions écologiques en lien avec les questions du travail, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais Aline, si je fais du cristal sans plomb, est-ce que tu penses que c'est du cristal? Alors, je ne suis pas très douée, mais j'ai compris que ce n'était pas du cristal s'il n'y avait pas de plomb. Voilà. Sauf que le plomb, c'est hyper polluant. Et puis, c'est nocif pour la santé de l'homme, pour l'environnement, etc. Donc, ça pose effectivement la question. Alors, effectivement, il y a des savoir-faire ancestraux qui sont encore là, qui sont certainement nécessaires pour tout un tas d'artisanat et de choses à faire à ce jour. Mais il y a aussi l'artisanat d'art, du luxe, qui re-questionne quand on doit utiliser de nouveaux produits. Est-ce qu'on continue à utiliser le plomb ? C'est une vraie question.
Et c'est ce qui fait sens, parce que pour eux, c'est ce qui les différencie du verre, évidemment, puisque le verre, c'est sans plomb. J'avais compris ça. Du coup, c'est effectivement, voilà, quid de mon métier, quid de mon savoir-faire. Je travaille dans le luxe quand je fais du cristal. Donc, c'est ce qui fait sens, ce qui fait qualité dans mon travail. Voilà, donc ça pose vraiment toutes ces questions-là. Et là, on est très en lien avec les questions écologiques. Alors, peut-être c'est un petit point, parce que évidemment, ce que je disais tout à l'heure, ça passe par la fenêtre, la porte, etc. Mais effectivement, là, par exemple, ça re-questionne le sens du travail, ça re-questionne ses pratiques, et pourtant des pratiques qui sont ancestrales. Et voilà. Donc, on a ça aussi qui se joue, le sens du travail et ce qui fait qualité dans son travail. Oui, c'est ce qu'on évoquait au démarrage avec l'idée de il y a le changement climatique, mais il y a la question de la disponibilité ou pas des ressources. Là, on y touche et je trouve intéressante effectivement l'idée que, notamment dans l'artisanat et dans la notion de luxe, on le définit notamment en partie par les matériaux rares qui sont utilisés pour que le produit final soit considéré en quelque sorte comme rare et cher. Et donc là, potentiellement, ça remet en question ces éléments-là. Je trouve qu'il est intéressante aussi l'idée finalement de se dire il y a aussi des réflexions sur les questions de ce qu'on pourrait appeler de l'éco-conception, c'est-à-dire revenir à d'autres modes de production et de revoir les matières premières utilisées, le geste employé pour le produire et la valeur qu'on pourrait accorder au produit final élaboré dans ces conditions-là. Lionel, je crois que je te vois. Ah non, moi j'étais très attentif à ce qui se disait, content d'avoir terminé mon intervention et de pouvoir me concentrer sur celle des autres. Et là, tu me redonnes le micro. N'avons-nous pas de... Alors peut-être Thomas, mais on a peut-être des interventions, des questions N'hésitez pas en tout cas dans le public si jamais il y a des questions, des réactions. Je garde un œil sur le chat. Mince, alors qu'est-ce que je dis Non, enfin moi, ce que je trouve intéressant, enfin, c'est cette question, alors à la fois du territoire et je pense que du dialogue. Et c'est vrai que parfois, à vouloir aller trop vite, on se dit, ben voilà, mettons de côté ce temps de concertation. Et je pense qu'effectivement, c'est plus compliqué. Mais la manière dont aujourd'hui sont déployées les politiques publiques ne nous donne pas réellement cette capacité à nous projeter dans une certaine forme voilà, dans le temps. C'est-à-dire qu'on est sur des réflexions annuelles. Voilà, on sait ce dont on dispose sur l'année, et encore, des fois, ça change en cours d'année. Alors qu'on voit bien que si on veut penser les choses, les accompagner durablement, faire en sorte que les individus soient en capacité de se saisir des ressources qu'on met à leur disposition, ça ne passera que par une lisibilité, une mise en visibilité de tout cela. Et on sait que ça prend du temps pour que ce soit lisible. Donc voilà, c'est juste une remarque. On n'a pas la main là-dessus, mais en tout cas, c'est important de l'avoir en tête, de se dire, avec les moyens dont on dispose, essayons malgré tout de projeter quelque chose sur le long cours. Il y avait effectivement dans tous les cas un socle qui était posé, encore une fois, pour reprendre les éléments du rapport du Shift Project sur l'importance de l'acculturation vis-à-vis de ces enjeux-là. On sait qu'il y a des outils aujourd'hui qui sont destinés un peu à faciliter, encourager les réflexions collectives sur ce que peut représenter la transition écologique sur l'emploi. Donc, on pense par exemple aux initiatives comme les fresques de l'emploi durable, des ateliers d'automne, des conversations carbone, des outils qui sont aussi destinés à essayer de donner de la lisibilité sur quelque chose qui reste assez complexe. Mais dans ce que, André, tu pouvais souligner et que je trouve important, c'est aussi peut-être de se dire il y a une complexité un peu technique derrière les impacts de la transition écologique, mais peut-être qu'il faut aussi simplement faire confiance à l'initiative individuelle et à la capacité de développer d'autres scénarios sans forcément, comme on l'échangeait avec Lionel, être sur un rapport forcément toujours très conscient, calculé, mesuré de
comment je mesure mon impact écologique, sans forcément qu'il y ait une nécessité non plus à passer par toutes ces étapes-là. Documente un peu toutes ces questions-là là, quand vous regardez des bifurqueurs, par exemple, hein, parce que c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, des gens qui ont changé de mode de vie, en fait, parce qu'on voit bien qu'il y a... Et ça, c'est en gros, quelles que soient les origines sociales. Leur premier outil, c'est la calculette. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent leur temps à compter. Est-ce que j'achète? Est-ce que je prête? Est-ce que j'achète collectivement, etc. Donc, on voit bien qu'ils sont plutôt militants dans le sens où ils acceptent le coût de faire cet effort-là. Moi-même, le premier, je ne me vois pas tout calculer tout le temps, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose comme une acculturation progressive qui va prendre du temps, mais peut-être pas tant de temps que ça. Combien de temps on a permis à des gens finalement de ne plus fumer dans une pièce? Enfin, moi qui suis très vieux, par exemple, j'aurais jamais cru que ce soit si rapide. Donc ça veut dire qu'on est capable de transformation collective sociétale. Le tri des déchets, c'est pas si mal en France aujourd'hui, etc. Après, la réutilisation, la valorisation, c'est autre chose. Par contre, on y arrivait. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du tacite qui est très différent du technique. Et vouloir à tout prix, pour avoir animé de multiples fresques sur ces sujets-là, voilà, à tout prix maîtriser tous les sujets techniques, hein, c'est la question du plomb, etc. Et je pense que c'est une erreur stratégique, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à tout maîtriser. C'est au fond la conscience qu'on peut avoir et qu'on peut développer, le fait qu'il y a un mouvement qui nous embarque et dans lequel, au fond, on fait suffisamment confiance à la dimension technique pour penser que ça va marcher, quoi. Je ne peux pas non plus tout contrôler, tout vérifier, est-ce que en termes de bilan carbone, etc., ça devient vite insupportable. Et donc, du coup, ça va être, alors là, vraiment contre-productif, puisqu'on va aller vers une élite de convertis, en fait, qui vont être dans leur propre bulle cognitive et qui vont s'auto-congratuler et s'auto-estimer, quoi. Il me semble que les questions de soutenabilité, elles renvoient vraiment à la question du pour tous, qui pour moi est un enjeu presque de ma vie, hein. C'est considérer que on est tous concernés, les générations futures, par cette question-là, mais qu'il faut prendre les choses et peut-être imaginer des processus de sensibilisation qui sont progressifs et je pense qu'ils viendront par l'expérimentation. Il faut aussi arrêter de produire des rapports, hein, que personne ne lit. Enfin, là aussi, c'était très intéressant. Qu'est-ce qui reste finalement dans le rapport du GIEC? Moi j'ai été, je donne l'exemple parce que j'ai été vraiment fasciné. Au moment de la COP de Glasgow, il y a un rapport de l'ONU, hein, qui fait une toute petite infographie sur la différence entre réchauffement à 1,5, réchauffement à 2, réchauffement à 3. Et il donne juste les conséquences que ça a sur l'eau, sur l'habitabilité des terres, etc., etc. Juste tu lis l'infographie, tu dis ouais, ça craint. Oui, parce que déjà à 2, c'est grave, hein. C'est très grave. Donc du coup, ça veut dire que mouvement climatique, perte de la biodiversité, et des fois ça suffit, quoi. Et là, tu fais confiance. Tu es obligé de faire confiance à un moment donné. Autrement, déjà qu'on est dans le monde de la rumeur, du discrédit permanent, et il me semble qu'il y a quelque chose qui va se faire progressivement, c'est que ça va devenir tacite et qu'on a un vrai... Alors là, moi, je crois beaucoup au processus éducatif, c'est-à-dire qu'on a vraiment à réfléchir sur comment les nouvelles générations sont non pas sensibilisées à ça, mais sont intègres. La littératie du futur, la gentilité sociale, etc., comme des comportements citoyens, en fait, qu'on pourrait éduquer. Les Scandinaves sont sans doute beaucoup plus avancés que nous sur ces questions-là, puisqu'eux, ils l'ont intégré depuis longtemps dans leur culture du monde commun, en fait. Je pense qu'on a un vrai effort à faire et expérimenter et l'introduire dans la dimension éducative et laisser de côté la dimension trop technique qui va, d'une certaine façon, créer des débats techniques sur lesquels on n'a aucun argument. Enfin, je trouvais vraiment intéressant l'histoire du plomb, etc. Il y a un moment donné, tu maîtrises pas, quoi. Et donc, du coup, c'est très bien que tu maîtrises pas, donc on va pas tout maîtriser. Donc, il me semble qu'il y a un risque aujourd'hui de techniciser trop des questions qui sont, de mon point de vue, plutôt des questions existentielles. Voilà, existentielles, individuelles et collectives. Donc il y a une dimension éducative et aussi finalement une réflexion à avoir sur la pédagogie même. Oui, alors à du coup, employer pour, qui renvoie à
voilà, comment on fait l'école aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est de la connaissance qu'on délivre ou est-ce que c'est de l'expérimentation qui facilite l'appropriation et la conscience? Enfin, là, je renvoie à un autre débat, mais qui est, je pense, un débat en jeu sur les questions. C'est pour ça que je recite Greencamp comme référentiel, qui quand même fait une bascule sur la question de c'est quoi qu'on tend. On tend à proposer à ce que des citoyens soient capables d'être sensibilisés à la question de la vie collective et donc du coup au bien commun, quoi. Des dernières réactions peut-être avant que... Peut-être revenir à la question qui a été évoquée par tout le monde, la question de la justice sociale et puis aussi de l'approche ou du rôle, de l'éthique dans l'accompagnement du rôle de professionnel. Les collègues suisses, Jérôme Rossier, avec des chercheurs à l'université de Lausanne, ils ont développé un modèle qui est intéressant parce qu'effectivement, si j'accompagne quelqu'un qui est dans une grande difficulté économique et sociale, commencer par les objectifs du développement durable, lui parler de l'impératif éthique de soutenabilité, c'est peut-être pas l'approche qu'on souhaite avoir. Dans ce modèle, il part de plusieurs niveaux de la soutenabilité. En premier niveau, on est sur un travail décent, hein, accès à un travail bien rémunéré avec des horaires corrects qui ne détruit pas la santé de la personne. Après, le deuxième niveau, on est sur un travail digne qui intègre le rapport de la personne au travail, où on intègre la question du sens du travail pour après passer au niveau qui intègre la dimension temporelle. Aider la personne à gérer les différentes transitions, à construire un récit cohérent de sa carrière à long terme. Et quatrième niveau, on passe à cet impératif éthique, réfléchir sur sa contribution vis-à-vis de la communauté et de la planète et du vivant éventuellement. Donc ça, c'est aussi une réflexion intéressante, sans dire forcément que c'est une pyramide de Maslow, on ne peut pas aller plus loin tant que les conditions préalables ne sont pas remplies, mais c'est aussi peut-être une façon à percevoir la soutenabilité plus largement qu'uniquement la soutenabilité environnementale ou écologique. On a une question dans le chat assez précise qui se demande comment accompagner les personnes qui n'ont à l'origine pas nécessairement de qualification professionnelle, les accompagner dans l'acquisition de compétences qu'on pourrait appeler des compétences vertes, tout en sachant que parfois les publics non qualifiés ne sont pas ceux qui ont le plus d'appétence pour la formation qualifiante. En tout cas, c'est de cette manière que la question est posée. C'est une question pas simple. C'est sûr qu'il y a souvent des prérequis avant d'aller vers des compétences techniques environnementales. Effectivement, les savoirs de base sont importants. Donc, je pense qu'il faut que nos amis de France Travail, etc., fassent cette première étape, hein. Alors ça peut être les régions, ça peut être France Travail, mais je pense qu'il y a un gros travail effectivement de remise à niveau pour que nous, après, au moment de l'intégration dans les entreprises, on puisse effectivement travailler plus sur le développement des compétences techniques, parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, il y a une précision effectivement autour de cette question-là qui dit finalement comment on arrive à lier à la fois des formations, des besoins en compétences qui soient des compétences techniques, des compétences transverses, ce qu'on appelle aussi des soft skills et des compétences vertes. Donc, comment on arrive à croiser tous ces éléments-là d'un coup, c'est un autre enjeu effectivement. Alors juste peut-être pour répondre à la question, là ça renvoie à une expérience qu'on a menée pour avoir travaillé avec le réseau des missions locales qui est impliqué sur un dispositif FJT là, dans une région. Hein. L'appréhension qu'on avait, c'est qu'aucun des jeunes pourrait être intéressé par ça parce que justement, on avait tous des représentations sociales là-dessus. Tous les jeunes ne sont pas préoccupés par cette question-là. Par contre, dès qu'on les sensibilise à cette question-là, ils sont extrêmement actifs. Ce qui veut dire qu'on a peut-être un premier levier, c'est qu'au fond, il n'y a aucun lieu. Et spontanément, les jeunes ne vont pas poser cette question-là, spontanément, pour des milliers de raisons que je ne vais pas développer ici, mais ils ne vont pas la poser. Par contre, dès qu'on le met en discussion, là encore une fois, la mise en discussion, il y a des jeunes qui sont très proactifs et on sait, alors là on sait très bien et on l'a observé que c'est plutôt cette question-là, elle va essaimer par le réseau des jeunes entre eux.
notamment par des chaînes Twitch, etc. Du coup, cette question, elle apparaît si quelque part on l'introduit, pas uniquement corrélée avec les choix professionnels des personnes, mais plutôt par une sensibilisation. Donc, je vais répondre comme ça, c'est-à-dire que s'il n'y a aucun lieu dans lequel cette question peut être abordée pour des publics particuliers, ils ne l'aborderont pas spontanément. Et du coup, c'est un vrai enjeu aussi sur comment on réfléchit avec nos collègues qui accompagnent ces publics. Moi, je travaille dans des chantiers écoles, je travaille dans des lieux qui sont très éloignés a priori par ces questions-là, et où la question, elle peut se poser tout simplement parce que voilà, ils ont un jardin partagé, parce qu'ils ils font de la permaculture, parce qu'ils travaillent je pense à une entreprise d'insertion qui travaille dans le textile, par exemple, et qui s'intéresse à la récupération du textile et qui fait du upcycling. Donc, d'une certaine façon, elles ne sont pas allées pour ça, puisque c'est beaucoup des femmes, mais en fait, elles vont le découvrir, elles vont l'intégrer progressivement. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment deux choses qui me paraissent essentielles. Il y a premièrement, la question des lieux de sensibilisation, dans lesquels ce n'est pas des lieux de prosélytisme, c'est vraiment des lieux où cette question elle est mise en discussion. Et puis, c'est le travail, c'est-à-dire c'est l'expérimentation en situation qui fait que cette conscience, elle va se développer en faisant. Vous savez, vous donnez juste les chiffres de combien de vêtements aujourd'hui sont produits en une année, combien ça coûte en eau, et combien il y en a qui sont stockés et qui ne servent à rien. Je donne juste cet exemple-là parce qu'une jeune fille qui a vu ces chiffres-là et qui, du coup, fait une formation de couture et qui ne fait que de l'activité de upcycling avec fabriquer des vêtements pour éviter... Et du coup, c'est marrant cette sensibilité-là parce que par effet de contamination, elle en parle tout autour d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu un truc qui l'a frappé en disant c'est fou, quoi. On achète des trucs, ça va que dalle, avec le textile, le coton, etc. Du coup, c'est des fibres. Je donne juste cet exemple-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi des moyens de sensibiliser avec des trucs qui marquent. Il y a vraiment des trucs qui marquent. Et je pense que les deux questions, le travail et l'expérience, et à la fois des lieux de sensibilisation vraiment dédiés dans lesquels les gens n'ont pas l'impression qu'on vient leur faire la morale, mais vraiment qu'ils ont l'occasion de discuter, je pense que c'est un vrai enjeu. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on a aussi une représentation que les publics les plus éloignés de l'emploi ne sont pas intéressés par ces questions-là. On a des collègues qui travaillent sur des quartiers où il y a plein d'expériences de sensibiliser les publics les plus éloignés de ça à cette question-là. Et il me semble que là, on a un enjeu collectif majeur. Oui, on a une réaction dans le chat aussi qui comment dire, donne l'information qui vient de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, qui propose une méthodologie concrète pour accompagner les entreprises dans la transition vers les écométiers. Ils ont produit effectivement un guide qui éclaire sur toutes ces questions-là. Est-ce que vous avez encore des réactions ou des choses à nous partager? Dans le chat aussi, éventuellement, n'hésitez pas. Je vais vous remercier toutes et tous, parce que voilà, pour la qualité des échanges qu'on a pu avoir ce matin dans le chat. Ce sont effectivement les réactions principales. Beaucoup de remerciements à vous tous pour la qualité du webinaire et l'enrichissement que ça a pu proposer d'entendre toutes vos interventions. On va remercier aussi nos équipes techniques qui sont là derrière l'écran et qui nous ont facilité les échanges aussi très clairement. Voilà, merci encore. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis voilà, on repart avec probablement plein encore d'autres de questions et plein d'autres de sujets qu'on pourrait éventuellement approfondir. Bonne journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés et suivis pour ce webinaire.